Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le dernier jour du festival et nous vous réunissons en matinée. Car oui, selon mes sources, l'émission Le Vif de l'Histoire, présentée par Jean Lebrun sur France Inter, qui nous dit au théâtre, l'après-midi se dit matinée. Il était plus simple de donner les spectacles à la lumière du jour qu'à la lumière des chandelles. Les gens oisifs avaient du temps libre dès le matin. Bref, des pièces pouvaient se donner vers 10h, 10h30, 11h, avant le dîner, en matinée donc. Vous l'aurez compris, cette 21e édition se clôture avec 2 représentations théâtrales. Catharsis, écrit et interprété par les étudiants de l'atelier Théâtre et Écriture, et la pièce À chacun son utopie, deuxième partie, interprétée par les étudiants de l'atelier Masterclass. Ces 2 représentations seront chacune suivies d'une école du spectateur, encadrée et animée par Cécile Chantraine-Braillon, professeure des universités en études culturelles hispano-américaines à l'université de La Rochelle. Avec moi sur le plateau, il y a Maude Glomo, bonjour. Comédienne, directrice artistique de la compagnie La Valise de Poche et intervenante pour l'atelier théâtre. Il y a aussi Raphaël Lebeau, bonjour. Bonjour. Auteur, comédien et intervenant pour l'atelier écriture. Raphaël, les étudiants de votre atelier ont écrit une pièce qui va être jouée tout de suite par les étudiants de l'atelier théâtre. Comment se sont déroulés les ateliers cette année? Grande question. Les ateliers se sont plutôt bien déroulés au début. La première rencontre avec les auteurs, les comédiens, on a pu se voir, travailler ensemble. Une première séance commune le 15 octobre, qui était d'ailleurs dans cette salle, a pu permettre vraiment d'échanger sur le thème de la pièce, ce que voulaient écrire les autrices, comment ça pouvait rebondir avec des propositions d'improvisation avec les comédiens. Et puis très vite, on s'est retrouvés en visio. Et là, alors je vous parle pour l'atelier théâtre, je laisserai Raphaël parler un peu pour l'atelier écriture. C'était très compliqué, la chance qu'on a eue. C'était ce fameux 15 octobre où il y avait plein de propositions de thèmes d'improvisation par les autrices. Donc j'ai gardé mes visios toutes les semaines avec les étudiants pour la partie théâtre et on échangeait sur, voilà, il y a un thème d'impro. Il pourrait y avoir combien de personnages? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc tout était sur, on échanger, on parlait, il n'y avait pas de théâtre à proprement parler derrière la vision. Et ça a duré donc un long moment, donc là c'était quand même compliqué. Voilà, pour la partie théâtre. Et pour l'écriture? Pour l'écriture, on a fonctionné en visio, avec toutes les difficultés d'arriver à se brancher à la même heure, parce que tout leur planning a été bouleversé. Donc on a quand même réussi à écrire, c'est plus facile d'écrire en visio que de faire du théâtre, mais à un rythme beaucoup plus lent. Voilà. Donc en fait, on a choisi rapidement en janvier d'arrêter l'écriture pour laisser du temps à l'atelier théâtre pour pouvoir monter quelques extraits, parce qu'il était impossible de tout écrire et qu'ils aient le temps de tout jouer. Donc, mais ça s'est bien passé. Et en fait, en parlant avec les étudiants, parce que moi je n'avais que des autrices, c'était très important qu'on se retrouve toutes les semaines. Voilà. Pour, même durant le confinement, même en visio, malgré les difficultés. Et même en janvier, quand on a pu, heureusement, alléluia, revenir en présentiel, certains étaient toujours en distanciel, donc on était mi-visio, mi-présentiel. Mais ça s'est fait, et on a fait ce qu'on a pu, comme on a pu, mais on l'a fait. Mais garder le lien surtout, c'est important. Et est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qui va nous être présenté tout de suite par les étudiants? Catharsis, donc c'est comme disait Raphaël, un extrait de ce que aurait pu être Catharsis, mais 5 scènes, des extraits en chantier. Et peut-être que tu peux en dire un peu sur le contenu avec les autrices. Alors, cette année, on avait choisi de travailler sur le thème de la violence, voilà, ce qui est un thème éminemment large. Donc en fait, à partir des impros des comédiens et des volontés des autrices, on a travaillé sur un certain nombre de gammes de violences, voilà, avec toute la difficulté pour des gens jeunes, parce que moi, mes autrices, elles ont 22 maxi, de mettre à distance ce thème, parce qu'on est quand même rentré dans des violences incestueuses, par exemple, de pouvoir mettre à distance le sujet, qu'elles ne sont pas non plus très concernées. Mais ça a été très enrichissant, je suis content. Oui, c'était la première journée quand on s'est tous rencontrés, auteurs, comédiens et encore des essais, parce que certains ne savent pas encore s'ils veulent écrire ou jouer. Et on voulait poser des questions. C'est quoi pour vous la violence? Qu'est-ce qui est violent pour vous? Et on a pris en
attendait un petit peu. Et en fait, ça fusait dans tous les sens. Pour moi, la violence, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Oui, mais moi, pour moi, c'est pas violent. Et pour toi, c'est violent. Ça l'arrêtait pas et on a senti qu'il y avait un besoin de dire et de parler de ça, en fait. Donner la parole aux étudiants. Merci beaucoup, merci à vous deux. En tout cas, on va laisser la scène aux étudiants justement pour la représentation de Catharsis. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette édition spéciale de votre journal, préparée par l'ensemble de notre rédaction. Je suis Élise Gourou, pour vous et rien que pour vous. C'est Elton John, ça, non? Je suis pas fan. Il est pédé en plus. Mais tu peux pas dire ça, c'est pas correct. Ça va, je n'insulte pas. Déjà, on ne dit pas pédé, on dit gay. Oui, ben peu importe le nom que ça porte, ça reste contre nature. Bon, on change de sujet, je voudrais pas qu'on se coupe l'appétit, hein. Tout de même, je plains ses enfants. Être privé de mère. C'est bon, on a dit qu'on changeait de sujet. Non mais quoi? C'est vrai, je l'ai toujours dit. L'éducation, c'est un papa et une maman. Sinon, ça donne des détraqués. Sérieux? Et vous, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, ce n'est pas tout à fait normal. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais pas ça chez moi. Bon, je vais peut-être y aller, moi. Pareil, après tout, on n'est pas obligé de rester pour le dîner. Et qu'est-ce que vous avez encore? Les jeunes, toujours à récriminer, jamais contents. Ils prennent tout mal de nos jours. Oui, on ne peut plus rien dire maintenant. Avec ce qu'on trouve sur Internet, pas étonnant que les jeunes soient pervertis. Ah, ça c'est vrai. On va passer leur temps sur les écrans, ils sont complètement lobotomisés, hein. Pas chez nous. On sait lâcher nos écrans, on n'est pas accro. Oui, mais c'est normal. On est de cultures différentes. Vous entendez quoi par là? Tu sais bien, en Afrique. Ou dans les îles, c'est plus exotique. C'est important de ne pas les oublier. Je suis né à Strasbourg. C'est sûr que c'est exotique, on est limite allemand. Bon, on passe à table. Qu'est-ce que tu fais? Chez nous, les hommes n'aident pas. Qui en pense quoi de journaliste? Je ne suis pas sûre que ce soit son copain. Tu sais, Alice, si ça se trouve c'en est une. Quoi? Une lesbienne, tiens. Ah non, par pas de malheur, manquerait plus que ça dans la famille. Enfin bref. Quand elle était petite, elle voulait un camion de pompier. J'aurais mieux fait de lui acheter une poupée. C'est pas faute de t'avoir dit que tu avais une éducation trop laxiste. Tu m'étonnes qu'elle soit malade, ta fille. À force de jouer à des jeux de garçons. Et cette manie de se couper les cheveux courts. Les filles de nos jours n'ont plus aucune féminité. Je crois que ça va durer là, l'histoire. C'est la première fois que tu nous ramènes un petit copain à la maison. Et alors? Tant que ce n'est pas une fille, hein. Ah non, je ne l'ai pas éduqué comme ça. Mais c'est quoi votre problème? Et si jamais je ramène jamais de garçon à la maison, qu'est-ce que ça fait? Et si jamais je ne porte pas d'enfant, si j'en veux pas, qu'est-ce que ça fait? Si je suis pas comme tout le monde, si je suis pas comme vous, qu'est-ce que ça fait? Si je suis contre nature, pourquoi la nature m'a faite? Si j'aimais les femmes, est-ce que je serais toujours ta fille? Et oui, j'aime les femmes! Et qu'est-ce que ça fait? L'homosexualité, un sujet qui ne fait pas encore l'unanimité en France. Vous pouvez réagir tout au long de ce journal avec le hashtag #SourceInfo. Depuis quelques jours, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être vue. Elle a choqué beaucoup de Français. Attention, ces images peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes.
comme d'hab, le boulot. Et l'entretien que tu devais faire, ça s'est bien passé? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça m'intéresse. Mais qu'est-ce que tu peux savoir du travail, toi? T'es toujours à la maison. Excusez-moi. Je voudrais un diabolo fraise, s'il vous plaît. Et... Ah non, tu vas pas prendre ça. T'es assez grosse comme ça, c'est trop calorique. Eh bien, je vais prendre un verre d'eau. Oui, avec des glaçons, madame? Ah non, vous êtes pas bien. Elle est assez frigide comme ça. Pour moi, ce sera vodka avec glaçon. Je vous apporte ça tout de suite. T'as remarqué? Je porte le bracelet que tu m'as offert. Ouais, cool. Eh, pas mal. Eh, la nouvelle Miss France, pas mal, hein. Super canon, hein. Elle n'a pas besoin de faire des efforts pour l'être, elle. Je suis peut-être pas un super mannequin, mais tu m'as moi. Tu crois quoi? Que ça me fait plaisir? Heureusement que je suis là pour te sortir. Tu crois que si j'étais pas là, quelqu'un voudrait de toi? Personne voudrait de toi, t'es rien. Excuse-moi, désolée. Ah, arrête! Arrête de t'excuser! Désolé, désolé, t'as aucune dignité en plus, là. Ouais, c'est ça, là. Va chialer, reviens quand t'es calmé. Et ma vodka? Excusez-moi, est-ce que vous auriez un masque 19, s'il vous plaît? Un quoi? Ça va, là? T'as fini ton cirque, là? T'es calmé? Allez, dégage, là! Calmez-moi. Et n'oubliez pas, filmer n'est pas agir. Sans transition, un sujet plus léger dans l'actualité, la sortie au cinéma d'un film familial retraçant les liens forts entre un foyer et un nouveau membre, un chien, un film de Sven Morales avec Lucien Mathias et Andrea Hofsky. Tout de suite, un extrait. Toujours dans le pas celui-là. Qu'est-ce qu'il a été cité comme ça, celui-là, aujourd'hui? J'ai dû aller faire vacciner. J'en ai profité pour lui acheter une nouvelle veste. On lui achète assez de choses comme ça, il est déjà trop gâté. Regarde, elle est plus résistante que l'ancienne. Et on a une meilleure prise. Tiens, teste. Chérie, c'est la voisine. Vous partez en vacances cette année? Un mois, dans le sud de l'Espagne. On a déjà tout préparé dans les moindres détails. Tout est prêt. Et vous avez prévu de faire quoi là-bas? On va se faire quelques plages, quelques cathédrales et quelques bodegas. Ah, votre fils il va bien s'amuser. Non, on ne comptait pas l'emmener. On n'a pas besoin d'un bagage en plus. T'inquiète, on va lui laisser de la nourriture et de l'eau. On l'enfermera dans la maison. Il sera en sécurité. Si vous voulez, je peux venir le nourrir à votre absence. Non, il peut très bien se débrouiller tout seul. Il est habitué, ce n'est pas la première fois. Regarde, quand on est parti en Irlande, tout s'est très bien passé. Après tout, c'est votre fils. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, j'ai des courses à faire. Oui, donc, bon, nous nous excusons. Il y a eu confusion dans la diffusion des sujets, comme vous l'aurez évidemment compris. C'était un extrait dramatique qui montre à quel point l'être humain peut être effroyable. Des faits malheureusement trop fréquents encore aujourd'hui et partout dans le monde dans de nombreux foyers. Je vous rappelle que ce film est déconseillé aux moins de 13 ans. Si vous êtes témoin de tels faits ou de comportements, appelez le 119 et sans tarder, car des enfants ne devraient pas connaître de telles atrocités. Je ne comprends pas qu'au XXIe siècle, des parents puissent encore commettre de telles ignominies. Cela me choque vraiment, et puis en plus, même ça me... On me signale que la première audience de l'affaire Robichard vient de se terminer. Retrouvons en direct nos envoyés spéciaux. S'il vous plaît, une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez parlé à votre fille depuis le début du procès? Quelle est l'implication de votre femme et de votre fille dans cette affaire? Depuis quand ne l'avez-vous pas vu? Avez-vous toujours été proche de votre fils? Allez-vous vous représenter aux prochaines sénatoriales? N'avez-vous pas honte de ce que vous avez fait?
On ne peut pas avoir honte de ce qu'on n'a pas fait. Pourquoi avoir demandé un huis clos? Vous vous sentez coupable? Non, je veux juste protéger ma famille. Je ne veux pas que ce conflit soit médiatisé. Je ne veux pas que ce conflit qui m'oppose à mon fils entache ma relation avec ma fille. J'ai toute confiance en la justice de notre pays. J'aurais aimé pouvoir aider mon fils. Depuis son plus jeune âge, il a montré des signes d'agitation. Nous avons demandé une expertise psychiatrique afin de comprendre cette obsession malsaine, cette haine envers son père. Mon fils a toujours voulu dépendre de moi. Je n'étais plus son père, seulement sa banque. Afin d'améliorer leur relation lorsqu'il a quitté la maison, monsieur le sénateur lui a loué un appartement, payé ses factures, sans jamais rien demander en retour. Mais ce n'était jamais assez. Il s'est coupé de tout le monde. Il n'a pas seulement tourné le dos à son père, mais à toute sa famille. Sa mère ne l'a pas revu depuis qu'il a quitté la maison. Mon fils a même essayé de monter sa sœur contre moi. Il est jaloux de ma réussite exemplaire. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux. Je ne suis pas un père parfait, mais je ne mérite pas ça. Malgré tout, il est et restera mon fils et je continuerai de l'aimer. S'il abandonne cette querelle inutile, je suis prêt à lui pardonner et ma porte sera grande ouverte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une question, s'il vous plaît. Quelle issue espérez-vous à ce procès? Est-ce que votre père ment à propos de votre état mental? Êtes-vous toujours en contact avec votre mère et votre sœur? Accusez-vous votre père pour des raisons politiques? D'où vient cette envie de nuire à la réputation de votre père? Mon client, la victime, ne répondra pas à vos questions. Je vous exposerai les faits tels qu'ils se sont réellement déroulés. Mon client, la victime, a décidé de porter plainte suite à la campagne de sensibilisation menée par son père, le sénateur Aubichard, sur les violences familiales et l'inceste. Incroyable contraste quand on sait que cet homme a violé son fils de ses 8 ans à ses 13 ans. Mon client, la victime, en a parlé à sa mère et à sa sœur, mais n'a reçu aucun soutien. À ses 16 ans, mon client, la victime, a été forcé de quitter le domicile familial et reste isolé du reste de sa famille depuis 9 ans. Pourquoi votre client n'a pas parlé dès qu'il a quitté la maison à ses 16 ans? Il avait 16 ans. C'était encore un enfant seul, traumatisé face à sa famille et à l'influence politique grandissante de son père. Comment aurait-il pu se dresser contre son agresseur? Pourtant, il a bien accepté que son père paye son loyer et ses charges jusqu'à ses 24 ans. Quoi de mieux qu'une emprise financière pour se dédouaner de sa responsabilité? Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Des preuves? Des preuves? Mais j'avais 8 ans! J'ai été complètement abandonné. Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir peur d'une porte qui grince, de guetter le moindre bruit dans l'escalier. Et cette phrase, est-ce que tu dors? Vous croyez que j'espérais être violé par celui que j'appelais papa? Me retrouver sur les marches de ce tribunal, à porter plainte contre celui que je considérais comme mon père? Mais pourquoi j'aurais été inventé une telle histoire? Cet homme a détruit ma vie. Cet homme est un violeur. Nous avons confiance en la justice de notre pays. N'oubliez pas notre grand débat de ce soir sur cette affaire. Vous pouvez donner votre avis sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. Si vous pensez que le sénateur est coupable, tapez 1. Si vous pensez que le sénateur est innocent, tapez 2. Et décidément, l'actualité se bouscule puisqu'on me signale que la manifestation des Jeunes pour le climat est sur le point de démarrer. Nous retrouvons notre journaliste Clara Montifo. Clara, vous nous entendez? Oui, Élise, je vous entends. Alors, je suis actuellement place de la Concorde et comme vous l'entendez derrière moi, le cortège se prépare à partir. Composé essentiellement de jeunes, cette manifestation pour le climat s'annonce tendue suite à l'annonce du gouvernement d'interdire l'utilisation des plastiques à usage unique d'ici 2040. Les manifestants dénoncent un délai trop long et demandent un raccourcissement. Le cortège partira dans quelques minutes et se terminera vers le palais de l'Élysée. C'est ta première manif? Alors, pas trop stressé? Non, non, j'ai juste l'impression qu'ils sont plus que ce que l'on pensait. Oui, peut-être un peu plus, mais ça devrait aller. De toute façon, t'as été formé si ça dégénère. Pourquoi ça dégénérerait? C'est que des petits jeunes, ça va forcément partir en couille. Et s'ils écoutent pas la loi, on leur casse la gueule. Merci à vous d'être venus si nombreux pour se battre pour notre futur. Ça fait des semaines qu'on manifeste et malgré ça, rien ne change. En 2040, les plastiques ne seront peut-être plus là, mais nous non plus. Le gouvernement nous abandonne, alors nous nous battrons jusqu'au bout pour nous faire entendre. J'aurais dû me douter que c'était à cause de toi qu'il y avait tout ce bordel. Ah, j'aurais dû me douter que c'était pas ici, Rocky. Comment ça, Rocky? Tu ne connais pas la réputation de ton supérieur?
Rocky discute à la force de ses poings. Alors, à la recherche d'un nouveau punching ball? Et jeune fille, tu prends la représentante de la loi. Un peu de respect. Vous représentez un système qui cherche à nous faire taire plutôt qu'à nous protéger. Le respect, ça se mérite. Sale petite. Emmanuel Ledoux. Circuler, y a rien à voir, c'est une arrestation. Je suis journaliste, c'est mon boulot de montrer les bavures policières. Et moi, je suis policière, madame, je connais mon métier. Toutes les arrestations que nous faisons sont proportionnelles à la violence des individus arrêtés. Les médias ont relié des vidéos de policiers abusant de leur pouvoir. Comment pouvez-vous dire que c'est proportionnel? Tout le monde sait que les médias, c'est que des acteurs qui cherchent à faire peur à la population. Après les policiers, maintenant j'ai les médias sur le dos. Regardez-vous en face. Vous n'êtes que les pions de ce gouvernement corrompu. Corrompu. Vous avez que ce mot-là à la bouche. Quand est-ce que vous comprendrez que vos actions ne sont pas mieux que les nôtres? Et moi je suis de votre côté, je ne cherche qu'à faire entendre votre voix. Si c'était le cas, vous serez en train de suivre le cortège plutôt que d'être ici. Notre cause va plus notre image que les gens retiennent. Corrompu. Clara, vous nous entendez? Nous avons perdu contact avec notre équipe sur place. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité, car vous êtes de plus en plus nombreux. C'était Élise Gourou pour vous, et rien que pour vous. Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous avons entamé cette deuxième école du spectateur du Festival des étudiants à l'affiche. Et donc, à cette occasion, nous recevons Maud Blonneau, qui est metteur en scène pour ce spectacle. Également Lucie Froment, qui est étudiante dramaturge aussi pour ce spectacle. Et puis Julia Tressac, qui est notre spectatrice, notre étudiante spectatrice de cette séance. Alors, je vais commencer par des questions à Lucie, parce que c'était en fait le cœur de cette activité que d'écrire cette pièce de théâtre. Et alors, je me demandais, en fait, la première question que j'aurais, c'est pourquoi on souhaite écrire du théâtre quand on est étudiant? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce souhait, en fait? C'est avant tout pour moi, c'était un peu pour m'évader parce que je suis en licence de mathématiques et ça manque un peu d'écriture justement et de choses qui changent. Donc c'est avant tout pour ça que personnellement, j'ai choisi de faire l'atelier écriture. Après, ça peut être pour plein d'autres raisons personnelles. L'envie d'écrire tout simplement, l'envie d'être avec d'autres gens pour créer, parce que du coup c'est un atelier collectif, ça change d'écrire seul, c'est pas le même travail. Voilà. Et au niveau justement de cette écriture, est-ce que c'était quelque chose de nouveau pour toi? Parce que écrire du théâtre, c'est pas comme écrire un roman. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises d'un point de vue technique, par exemple? Alors oui, écrire un roman et du théâtre, c'est pas du tout la même chose. Après, du coup, j'avais déjà fait l'atelier écriture l'année dernière, donc j'avais déjà appris quelques principes, quelques ficelles. Et oui, apprendre à construire un personnage, comment leur trouver un moteur, mais ça c'est un peu le même principe que dans un roman, leur trouver un moteur pour qu'ils avancent, pourquoi ils vont sur scène. Et oui, ça apprend plein de choses. L'année dernière, on avait fait une pièce entière. Là, c'était des scénettes. Du coup, ça nous a permis aussi d'explorer plusieurs façons de faire. Voilà. D'accord. Et est-ce que lorsqu'on écrit du théâtre, on doit tout de suite se projeter
dans l'idée que ça va être vu? Est-ce qu'on doit tourner son écriture vers le public ou pas forcément? Le théâtre, c'est une écriture qui est faite pour être parlée, donc on ne peut pas l'écrire de la même façon que si on écrit un roman. On ne va pas faire de longues phrases alambiquées, on essaye d'aller plutôt directement à l'essentiel. Et oui, du coup, c'est pas la même chose, c'est pas la même façon d'écrire. Après, ça reste, comme je le disais tout à l'heure, avec les personnages, leur moteur, tout ça, mais c'est pas du tout le même principe. Oui. D'accord. Alors, merci beaucoup. Je vais me tourner vers donc Maud Glonneau qui a mis en scène ce spectacle. Et j'imagine que vous êtes habitué à mettre en scène des pièces de théâtre. Mais ce qui m'intrigue là, c'est de savoir comment on travaille à partir de textes d'étudiants. Est-ce qu'il y a un travail plus important à réaliser pour l'adapter à la scène? Ou est-ce que déjà, en fait, par le travail qui est fait avec Raphaël Lemauve, il y a déjà une bonne assise en fait, théâtrale dans les mots qui sont choisis par les étudiants? Je dirais que ce soit un texte d'étudiant ou un texte d'un auteur connu, la difficulté, elle ne se situe pas par rapport forcément aux mots, mais je dirais le fait de recevoir des textes au fur et à mesure. C'est-à-dire que, là encore, pour Catharsis, c'était autre chose, puisqu'il y a peu de textes, mais avoir un texte au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va finir. Et donc, la mise en scène, on la dessine petit à petit, même sur d'autres textes. Enfin, c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question, mais voilà, faire confiance à ce que l'on reçoit comme texte petit à petit, de quoi ça parle, comment je le reçois en tant que metteur en scène, comment les comédiens le reçoivent aussi, et qu'est-ce qu'on en fait ensemble. C'est-à-dire que dans la mise en scène, je n'impose pas forcément une idée ou une envie de faire comme ci ou comme ça. J'aime en parler avec eux, par rapport à ce que je vois aussi. Quand je les dirige, plus sur la direction d'acteurs, comment ils le reçoivent, comment ça joue pour eux dans le corps, comment ça joue avec le partenaire. Et par rapport à ça, moi, en tant que metteur en scène, qu'est-ce que j'en fais? Comment je les situe dans l'espace et comment on met en place, on met en jeu. Oui, parce que en fait, ce qui est assez surprenant en tant que spectateur par rapport à ce spectacle qu'on a vu, c'est en fait, alors la thématique était entre guillemets imposée au départ, qui était la violence, mais ils ont choisi des sujets qui sont extrêmement directs et extrêmement forts. Et du coup, comment on canalise ça? Parce que si on s'en réfère à l'idée de catharsis, il y a l'idée aussi de dépasser ces émotions-là, comme vous disiez au début, avant le spectacle, de les mettre à distance. Comment on fait avec cette matière-là qui nous arrive en fait en pleine face? Ça, c'était une grande question et justement, on a beaucoup parlé de distanciation avec les comédiens. Sujet lourd quand même, mais ils avaient envie d'en parler, les autrices, les comédiens, de le défendre. On a beaucoup parlé, oui, c'est pas toi qui joues, c'est ton personnage. Donc, comment tu le construis, comment tu imagines ce personnage? Il peut pas, par exemple, s'asseoir comme toi, tu t'assois. Ou par exemple, si ce personnage est en colère, imaginons, il va pas se mettre en colère comme toi, tu te mets en colère. Alors, ça paraît un peu fou de dire ça comme ça, mais où ça se place dans le corps, où ça se déplace, où ça se situe autrement. Et c'est ce qui permet de prendre une distance par rapport à soi et le personnage. Et de surmonter quelque part cette violence en fait, qui nous arrive par les médias, puisqu'il y a cette allusion à la télévision. Est-ce que ça, c'était un choix d'écriture de faire allusion à la télévision, aux médias qui en fait transmettent une information sensationnaliste? Oui, absolument. C'était un peu notre fil rouge, le fil conducteur pour lier les pièces entre elles. Après, du coup, le titre vient aussi un peu de là, le fait qu'on regarde les informations... Et des fois, on regarde des faits divers, on ne sait même pas pourquoi on regarde ça, mais on le regarde. Et justement, cet effet un peu purgatoire de catharsis, de regarder la violence pour regarder la violence et s'en détacher un petit peu. Comment s'en extraire, quoi. Voilà. Et en même temps, ce qu'on disait, nous, dans le travail, l'idée, c'était pas forcément de la juger, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette violence? Et il y a une question que j'ai vraiment trouvée plutôt... intéressante, c'était le premier jour, on avait évoqué ça avec Raphaël, la violence est-elle utile? J'ai pas la réponse, mais la question elle a été évoquée, il y avait tout ça, voilà. Et le titre de la pièce, qui l'a choisi? Les autrices. Oui, c'est nous qui avons... on a longuement débattu, on a eu plusieurs titres et au final, c'est celui qui est resté.
Oui, ben c'est un titre très intéressant parce que du coup, il est un peu, si on parle un peu technique, un peu métathéâtral. Donc ça veut dire que clairement, en fait, à travers cette pièce, à travers son écriture, à travers sa mise en scène et son jeu, en fait, on essaie de comprendre ce que peut faire le théâtre sur nous par rapport aux médias, par rapport à la télévision. Alors je vais me diriger vers Julia. Donc Julia Tressac est donc étudiante en LEA en 2e année, LEA Amérique. Julia, je voudrais savoir comment tu as reçu ce spectacle. Est-ce que le fait que ce soit un spectacle écrit par des étudiants te parle davantage qu'une autre pièce? Alors d'abord, j'aimerais dire que ça fait vraiment plaisir de voir un spectacle. Et malgré toutes les difficultés du coup qu'ils ont pu avoir, j'ai trouvé que c'était très bien écrit et réalisé. Donc bravo déjà. Sinon, c'est vrai que il y a eu beaucoup de sujets pesants, enfin tous les sujets, c'est une ambiance pesante, mais c'est un beau regroupement de tous les sujets un peu atroces qui font beaucoup débat et qui sont encore malheureusement d'actualité. Donc c'est vrai que même on a envie de monter sur scène et de participer et de dire que c'est horrible, c'est injuste, ça peut être immoral. Et je trouvais, oui, donc tous les sujets sont vraiment intéressants. C'est ceux qui sont de plus d'actualité, donc l'homosexualité, les violences policières, il y en a plein, l'inceste, tout ça. Maltraitance, enfants. Oui, d'ailleurs, pour cette scène, j'ai cru au début que c'était la maltraitance animale. Encore plus, voilà, quand j'ai appris que c'était, on comprend que c'est leur fils, c'est encore plus cru, ça fait encore plus réagir. Et alors, on voit pas forcément que c'est écrit par des étudiants ou que c'est des étudiants. Je trouve que c'est assez professionnel. Et donc, non, c'était vraiment très intéressant. J'étais très contente de voir ça. Et en quoi ça te semble professionnel? Qu'est-ce qui t'a paru finalement très bien fait dans ces petites scénettes? L'écriture déjà, et puis comment les éléments s'enchaînent. Je trouvais ça vraiment super, le fait que ce soit transmis par les médias, puisqu'on sait que voilà, ils peuvent s'approprier un peu des sujets qui font débat, et puis en profiter. Voilà, ils en profitent. Et puis même le jeu, je trouve qu'il jouait super bien. Oui, et en fait, au niveau du jeu, c'est vrai que le travail réalisé sur le placement des acteurs, le travail sur la voix aussi, parce que j'avoue que j'étais pas étonnée, mais pour le peu de séances que vous avez réalisées, en fait, ils arrivent très bien à placer leur voix et à la faire entendre, se positionner sur scène pour que voilà, le public, alors même si on est très peu nombreux, puisse entendre. C'est assez remarquable, je dois dire. Et pourtant, c'est vrai que ça a été une difficulté parce que pour certains, il y en a qui n'ont jamais fait de théâtre. Et on n'a pas eu le temps vraiment je dirais, de découvrir toutes les bases fondamentales du théâtre, le travail de la respiration, le corps, et puis même apprendre à se connaître, tout simplement. En fait, je dirais que c'est la base. Apprendre à se connaître, connaître les autres, c'est quand même, ça prend un petit peu de temps. Moi, je compte 2-3 mois au début, avec des improvisations, un travail sur le corps, la respiration, tous ces outils nécessaires pour monter sur un plateau, en fait, et prendre la parole et être là. Donc, ils ont fait plutôt un joli travail. Ouais. Oui, et on sent qu'en fait, il y a l'envie, c'est surtout ça. Comme disait Julia, ça fait un bien fou de voir des spectacles, et je pense que ça doit faire un bien fou quand on a envie d'être acteur, ou que ce soit pour la vie ou pour un moment donné. En tout cas, ça se ressent qu'il y a un vrai plaisir et une vraie envie de retrouver les plateaux. Donc, on peut continuer un petit peu la discussion. Par rapport à la thématique, je voudrais revenir sur cette thématique de la violence et des sujets choisis. Il m'a semblé que ce serait une question plutôt
je ne sais pas si on peut vraiment plutôt poser à l'adulte, parce qu'on est tous adultes ici. Mais moi, je trouve que les sujets choisis par les étudiants sont des sujets, oui, très forts, mais surtout, ils sont très directs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que des dramaturges plus âgés passeraient par plutôt des métaphores ou un travail davantage sur le corps et moins dans le discours. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué systématiquement chez les auteurs plus jeunes ? Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question, si ce n'est que, est-ce que c'est parce que tout de même, on a évoqué l'idée de plusieurs scènes, et non pas d'une histoire avec un début et une fin, sur quelque chose de plus visuel, donc du coup plus direct, plus franc. Peut-être que les autrices pourraient plus répondre à cette question finalement, par rapport, je dirais, vraiment au contenu des scènes. Hein. Après, comme le thème, c'était la violence, on a aussi essayé d'être direct. Et la pièce en elle-même est violente. On l'a écrite pour qu'elle soit violente pour le spectateur, pour les personnes qui la ressentent. Donc c'était un peu l'idée aussi dans notre écriture. D'accord, donc pas seulement au niveau des mots, c'est-à-dire vous aviez déjà des images pour la scène, de scènes qui soient violentes en fait. Quand on écrit, on sait qu'on écrit pour le théâtre, donc on a aussi quand même une petite image de la mise en scène que ça pourrait donner. Et du coup, oui, quand on écrit des choses, on sait que ce dialogue entre deux personnes est violent, que s'il se passe une coupure ou une interruption, ça peut être violent aussi. Après, il y a le travail de la mise en scène derrière, qui, moi, j'ai trouvé qu'il était très réussi parce que ça a bien retranscrit les textes qu'on avait écrits. Donc, voilà. Pardon. L'idée, pour rebondir sur ces scènes très courtes et avec ce que tu viens de donner comme réponse, en fait, ça va avec courtes scènes impactantes. Donc, on y va franchement. D'accord. Et oui, donc en fait, c'est pas uniquement le fait qu'on ait affaire à des dramaturges plus jeunes, finalement. C'est tout. Je ne pense pas. Non, bon, c'était une question que je me posais, d'expérience que j'avais vécue précédemment et qui me faisait dire que peut-être il y avait une façon d'aborder le théâtre qui était un petit peu différente, mais bon, voilà, c'est une réponse différente à ce que j'imaginais. Par contre, pour la scène du chien, est-ce que c'est une scène... Alors évidemment, on en rit maintenant, mais sur le coup, c'est vrai qu'on est un peu surpris parce qu'on s'attend à ce que ce soit un chien et finalement c'est un enfant. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé en tant que dramaturge ? Quand on a commencé à travailler, avec des improvisations. Donc nous, les autrices, on avait donné des thèmes et on a laissé libre cours aux acteurs pour jouer des scènes. Et il en est ressorti la scène de l'enfant-chien, pas tournée exactement pareil, pas avec les mêmes dialogues et tout ça, mais on l'a trouvée très impactante et du coup on a décidé de s'en resservir et de la remettre dans la pièce finale. Parfait, merci beaucoup. Et juste une dernière chose, on entend beaucoup le mot autrice. Et donc, je trouve ça très bien qu'on utilise le terme féminisé. Mais est-ce que vous pensez que ça joue un rôle dans l'écriture ? Est-ce que cette écriture, alors c'est sur la violence, mais est-ce qu'elle est plus féminine ? Est-ce que vous pensez que s'il y avait eu un auteur masculin dans le groupe, ça aurait changé quelque chose ? Ou peut-être pas ? Je ne suis pas sûre que l'écriture soit spécialement genrée. Après, peut-être, je ne suis pas un homme, donc je ne peux pas dire si mon écriture serait différente si j'étais un homme, mais je pense qu'on peut écrire des choses sans forcément se référer au genre de la personne. Après, ça change le point de vue, sûrement, si on écrit un personnage féminin ou un personnage masculin, suivant les choses qu'on a ressenties. Mais le ressenti des personnes n'est pas forcément lié à leur genre, donc je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. D'accord, merci beaucoup à toutes les trois pour cette rencontre. Et donc, on vous retrouve par la suite donc pour la dernière partie de la performance À chacun son utopie de Laurence Andréini à Lyon. Merci beaucoup. Merci Cécile Chanfreine-Braillon pour cette école du spectateur et merci à vous trois. On se retrouve donc à 17h pour la seconde partie de la pièce À chacun son utopie, mise en scène par Laurence Andréini à Lyon, assistée de Gwen Lepessec. À tout à l'heure. I won't ever find a dance. I'm just like that fish.